Dans le silence fragile d'une maison où les rires se sont tus, un homme puissant affronte la solitude comme une condamnation. 7 portes se sont fermées devant lui. Mais ce soir, une silhouette épuisée, surgit de l'ombre, bouleverse l'ordre établi. Elle porte un secret capable de défaire toutes les certitudes, un passé qui menace d'éclater au grand jour, et une présence qui réveille un désir qu'il n'ose nommer. Quand le devoir vacille devant l'inattendu, quel chemin reste-t-il à suivre? Si cette histoire vous émeut déjà, abonnez-vous pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 inscrits. Votre soutien compte énormément dans les rues brumeuses de Lyon, au cœur de la belle époque, où les lumières des lampes à gaz dansaient comme des fantômes sur les pavés humides, vivait un homme dont le nom résonnait comme un écho de grandeur et de solitude. Henri Beaumont, magnate des soieries, veuf depuis une décennie, régnait sur un empire bâti de fil en aiguille, de rêves tissés dans les ateliers enfumés de la ville. À 45 ans, son visage buriné par les ans et les chagrins portait les marques d'une vie impitoyable, des yeux gris comme l'acier des métiers à tisser, une moustache impeccablement taillée qui masquait à peine la tristesse d'un cœur brisé. 8 enfants, fruits d'un mariage autrefois passionné avec sa défunte épouse Élise, peuplaient sa vaste demeure sur les quais de la Saône. Des garçons turbulents et des filles espiègles, âgés de 3 à 16 ans, formaient un tourbillon de rires et de cris qui emplissait les couloirs de marbre de l'hôtel particulier. Pourtant, derrière cette façade de prospérité, Henri traînait un fardeau invisible. 7 fois, il avait osé tendre la main vers l'amour. 7 fois, il avait été repoussé comme un paria. Les veuves de la haute société lyonnaise, attirées d'abord par sa fortune colossale, des millions en francs or, des usines qui employaient des milliers d'ouvriers, fuyaient dès qu'elle posait les yeux sur la réalité de sa vie. Ces 8 petits êtres, exigeants, attachants, un chaos organisé qui réclamait une mère. Trop de bouches à nourrir, trop de cœurs à réconforter, murmurait-elle dans les salons parfumés de jasmin, lors des thés dominicaux, où les éventails s'agitaient comme des ailes affolées. La première, une baronne aux robes de taffetas brodées, avait fui après une semaine, terrifiée par les jeux bruyants des aînés. La seconde, une héritière de la banque, avait invoqué une incompatibilité d'humeur après avoir vu les cadets barbouillés de confiture. Et ainsi de suite, jusqu'à la 7e, une comtesse aux manières altières, qui avait osé un regard compatissant avant de claquer la porte, emportant avec elle les derniers espoirs d'Henri. Ce matin-là, alors que le soleil peinait à percer les nuages bas sur les collines de Fourvière, Henri se tenait à la fenêtre de son bureau, une tasse de café fumant entre les mains. Les enfants déjeunaient dans la salle à manger, sous la surveillance distraite de la gouvernante, une femme âgée aux cheveux grisonnants noués en chignon sévère. « Père, raconte-nous encore l'histoire de la soie qui vole !» cria le plus jeune, un garçonnet de 3 ans aux boucles blondes, en agitant une cuillère. Henri sourit faiblement, mais son esprit vagabondait. Il avait tout, richesse, influence, un nom gravé dans les annales des commerçants lyonnais. Pourtant, la solitude le rongeait comme une teigne dans la plus fine des étoffes. Ses enfants, ses joyaux précieux, étaient à la fois sa joie et sa malédiction. Qui oserait les aimer tous, les élever sans faillir? Soudain, un bruit de sabots sur le pavé attira son attention. Dehors, un attelage s'arrêta devant la grille forgée. Un messager, vêtu d'un habit usé mais propre, descendit avec une enveloppe cachetée. Henri descendit les escaliers en spirale, son cœur battant un peu plus fort. Était-ce une 8e proposition ou une nouvelle déception? Il ouvrit la porte, et l'air frais du Rhône lui fouetta le visage. Le messager s'inclina. « Monsieur Beaumont, une invitation de la duchesse de Montluc. Un bal masqué ce soir, au palais de la Bourse. Elle insiste pour que vous veniez, avec vos enfants. » Henri fronça les sourcils. La duchesse, une veuve elle-même, connue pour ses fêtes extravagantes où les soieries lyonnaises brillaient sous les lustres de cristal. Pourquoi l'inviter, lui, avec sa ribambelle? Était-ce une moquerie déguisée ou un signe du destin? Il relut l'invitation,
les mots dansant sous ses yeux. Venez tel que vous êtes, Henri. La vie est trop courte pour les masques incomplets. Les enfants accoururent, curieux, tirant sur ses basques. Allons-nous au bal, père? Danserons-nous? Demanda la cadette, une fillette de 8 ans aux yeux pétillants. Henri hésita, le poids de 7 rejets sur les épaules. Accepter, c'était risquer une humiliation publique. Refuser, c'était s'enfermer un peu plus dans sa tour d'ivoire. Mais au fond de lui, une étincelle s'alluma. Peut-être ce soir trouverait-il celle qui verrait au-delà des chiffres, des rires, des larmes, celle qui accepterait non seulement lui, mais le monde entier qu'il portait. Tandis que le messager repartait, Henri referma la porte, un sourire timide aux lèvres. Le destin, ce tisseur invisible, semblait préparer un nouveau fil. Mais quel motif tisserait-il? Une tapisserie de joie ou un nœud gordien de désillusion? Et vous, chers auditeurs, si cette histoire vous captive déjà, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer des aventures de la belle époque. Dites-moi en commentaire de quelle ville et de quel pays vous nous rejoignez ce soir. Votre voix nous porte plus loin, environ 875 mots. Le soleil déclinait sur les toits pointus de Lyon, peignant les façades Renaissance d'une lueur orangée qui se reflétait dans les eaux calmes de la Saône. Henri Beaumont rentra dans sa demeure, l'invitation de la duchesse serrée dans sa main gantée. Les enfants, sentant l'excitation dans l'air, se pressaient autour de lui comme un essaim de papillons. « Père, un bal masqué! Pourrons-nous porter des costumes extravagants ?» s'exclama Lucien, l'aîné de 16 ans, un garçon élancé aux cheveux châtains et au regard vif, qui rêvait déjà de conquérir les salons par sa verve héritée de sa mère. Henri posa l'enveloppe sur le bureau de laque, où s'empilaient des rouleaux de soie aux motifs floraux, témoignage de son empire. « Peut-être, mes enfants, mais d'abord, préparons-nous dignement. » Il claqua des doigts, et la gouvernante, Madame Duval, une quinquagénaire aux lèvres pincées et à la robe de serge grise, apparut dans l'encadrement de la porte. « Préparez les tenues pour ce soir, et assurez-vous que les plus jeunes ne s'endorment pas avant l'heure. » Elle hocha la tête, habituée à ces ordres qui masquaient la fatigue d'Henri. Depuis la mort d'Élise, emportée par la fièvre il y a 10 ans, elle veillait sur cette troupe comme une sentinelle usée, mais son affection pour les petits était palpable, dans ses gestes précis. La maison bourdonnait d'activité. Dans la nursery aux murs tapissés de velours vert, les cadets, des triplés de 5 ans, Pierre, Paul et Jacques, aux joues roses et aux rires contagieux, jouaient avec des poupées de chiffon taillées dans des chutes de soie. « Regardez, c'est le château du roi soyeux !» criait Jacques en empilant des coussins. À côté, dans la salle d'études, les filles, Amélie, 12 ans, sérieuse et studieuse, avec ses lunettes rondes, et Sophie, 8 ans, une tornade de boucles rousses, recopiaient des leçons sous l'œil attentif de leur précepteur, un jeune clerc nommé Bertrand, qui rougissait souvent devant l'intelligence d'Amélie. Les autres garçons, entre 10 et 14 ans, Étienne le rêveur, François l'espiègle, Louis le colérique et René le timide, s'entraînaient à l'escrime dans le jardin intérieur, leurs fleurets cliquetant sous les branches d'un magnolia en fleurs. Henri observa ce spectacle depuis le palier, un sourire fugace aux lèvres. C'était son monde, un kaléidoscope de joie bruyante et de silence profond, où chaque rire rappelait Élise et chaque dispute soulignait son absence. Il avait bâti cet empire de soieries sur les berges du Rhône, où les ateliers ronronnaient jour et nuit, transformant les cocons en fortunes. Ces usines employaient des centaines d'ouvriers. Des femmes, aux doigts agiles, qui filaient les rêves des élégantes parisiennes. Pourtant, dans les cercles de la haute bourgeoisie lyonnaise, Henri était à la fois envié et pitoyé. Le roi de la soie, avec sa cour d'enfants sauvages, chuchotaient des commères lors des réceptions à l'hôtel de ville, où les lustres de cristal projetaient des éclats sur les robes de mousseline et les habits de queue. Ce soir-là, alors que les préparatifs battaient leur plein, Henri s'habilla avec soin. Son tailleur, un habit noir rehaussé d'un gilet de soie grise, soulignait sa silhouette athlétique malgré les ans. Il ajusta sa cravate de satin, se rappelant les 7 rejets qui hantaient ses nuits.
La première, Madame de Vire, une veuve aux yeux verts, avait promis un avenir radieux lors d'un dîner aux chandelles. Mais après avoir visité la maison, elle avait fui, invoquant l'impossibilité d'une telle charge. La seconde, une demoiselle de la banque Lefebvre, avait ri nerveusement des facéties des enfants avant de rompre les fiançailles par une lettre froide. Chacune avait vu en lui un parti idéal, fortune solide, lignée assurée, mais les 8 petits diables avaient effarouché leurs ambitions de quiétude. « Êtes-vous prêt, monsieur ?» demanda Madame Duval en entrant, portant un masque de velours noir orné de plumes d'autruche. Henri hocha la tête, mais son cœur se serra. Accepter l'invitation de la duchesse de Montluc, cette aristocrate excentrique connue pour ses bals où se mêlaient nobles et marchands, était un pari risqué. Elle, veuve d'un diplomate, organisait ses soirées pour secouer les conventions, disait-on. Venir avec les enfants, c'était défier les codes. Les bals masqués étaient pour les adultes, les intrigues et les danses volées, pas pour une troupe joyeuse qui risquait de renverser les coupes de champagne. L'attelage les emporta bientôt vers le palais de la Bourse, un édifice néoclassique illuminé par des torches qui crépitaient dans la nuit. Les enfants, excités, pressaient de leur nez contre les vitres, tandis que Henri serrait les rênes invisibles de son destin. À l'intérieur, l'air embaumait la cire et les parfums orientaux. Les invités, masqués de dominos et de loups brodés, glissaient comme des ombres élégantes sur le parquet ciré. La duchesse, une femme imposante aux cheveux poudrés et à la robe de taffetas écarlate, s'avança vers eux, son éventail claquant. « Monsieur Beaumont, vous voilà, avec votre adorable escouade, bienvenue dans mon antre de fantaisie. » Ses yeux pétillaient derrière son masque en dentelle. Henri s'inclina, les enfants formant une ligne maladroite derrière lui. « Duchesse, votre invitation nous honore. » Mais, avec eux, elle rit un son cristallin. Précisément, la vie n'est pas un bal sans enfants pour la rendre vraie. Dansez, riez et qui sait, peut-être trouverez-vous ce soir une âme qui embrasse le chaos. Les notes d'un quadrille emplirent la salle, et les enfants se dispersèrent, attirés par les buffets chargés de pâtisseries et de fruits confits. Henri, un verre de Bordeaux à la main, observa la foule. Des rires étouffés, des regards volés derrière les masques. Soudain, un murmure attira son oreille. Près d'une colonne de marbre, 2 dames en robe de soie lamée chuchotaient « Regardez-le, le veuf aux 8 rejetons. 7 fois est conduit et il ose venir ici. Pauvre homme, sa fortune ne rachètera pas une épouse. » Henri se raidit, le vin amer sur la langue. Était-ce le début d'une nouvelle moquerie ou simplement l'écho de ses peurs? Alors qu'il tournait le dos, une silhouette encapuchonnée, une mendiante aux guenilles sales qui s'était glissée par une porte de service, attirée par les odeurs de festin, croisa son regard. Ses yeux, d'un bleu profond, brillaient d'une curiosité innocente. Elle tendait une main tremblante, non pour l'aumône, mais comme pour un salut muet. Henri hésita. Dans ce monde de soieries et de masques, que faisait-elle là? Et pourquoi son cœur si las battait-il plus fort? La duchesse s'approcha, un sourire énigmatique. Intrigante, n'est-ce pas? Les bals masqués cachent bien des âmes perdues. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la mendiante disparut dans l'ombre, laissant un ruban de soie usé à ses pieds, un fil arraché d'un de ses ateliers, sans doute. La nuit s'annonçait longue, et ce ruban semblait un présage. Qui était cette ombre? Et pourquoi sentait-il que son monde, si ordonné, allait se défaire comme une trame mal tissée? Les lustres du palais de la Bourse diffusaient une lumière dorée qui cascadait sur les masques et les épaules nues, transformant la salle en un tableau vivant de la belle époque. Henri Beaumont, son verre de Bordeaux à demi vide, fixait le ruban de soie usé à ses pieds, un fragment bleu ciel, effiloché comme un souvenir arraché à la vie. La mendiante avait disparu si vite, glissant entre les ombres des serviteurs et les plis des tentures, que l'on aurait dit un fantôme invoqué par la nuit. Qui était-elle? Une ouvrière des ateliers, peut-être, venue mendier un crouton au milieu des festins? Ou une âme égarée, attiré par les rires comme un papillon par la flamme? Autour de lui, le quadrille s'emballait.
les couples tournoyant en un tourbillon de soieries et de rires étouffés. Les enfants d'Henri, libérés pour un instant des convenances, s'étaient aventurés plus loin. Lucien dansait maladroitement avec une jeune demoiselle masquée, tandis que les triplés, Pierre, Paul et Jacques, chapardaient des macarons sur un plateau, leur masque de loup en carton de travers. Amélie, la studieuse, observait tout depuis un coin, son carnet de croquis à la main, notant les motifs des robes, comme pour les reproduire un jour dans les usines paternelles. Sophie, elle, tirait sur la jupe d'un valet pour réclamer un autre gâteau, provoquant un éclat de rire général. Henri se pencha pour ramasser le ruban, ses doigts effleurant le tissu familier. C'était bien de la soie de ses métiers, teinte à la main dans les bassins du Rhône. Un présage. Il le glissa dans sa poche, le cœur battant d'une curiosité inhabituelle. La duchesse de Montluc s'approcha à nouveau, son éventail claquant comme un avertissement. « Vous semblez distrait, monsieur Beaumont. Cette soirée ne vous agrée-t-elle pas? Où est-ce cette ombre qui vous hante ?» Il leva les yeux, surpris par sa perspicacité. La duchesse, avec ses 50 ans assumés et son regard perçant derrière le loup de velours, était une alliée potentielle dans ce monde de murmures et de jugements. Veuve elle-même, sans enfant, elle naviguait les salons lyonnais comme une reine incontestée, organisant ses bals pour briser les chaînes des conventions. Non, duchesse, c'est une énigme, cette femme en guenille, au milieu de tant d'opulence. Elle m'a regardé comme si elle voyait au-delà du masque. La duchesse inclina la tête, un sourire malicieux aux lèvres. Les masques cachent les visages, mais pas les âmes. Peut-être est-elle plus que ce qu'elle paraît. Lyon est une ville de contraste, Henri. Les riches sur les collines, les pauvres le long des quais, et vous, avec vos 8 trésors, vous chevauchez la ligne entre les deux. Soudain, un murmure s'éleva de la foule, comme un vent froid traversant la salle surchauffée. Henri se tourna. Près de l'orchestre, un groupe d'invités, des bourgeois en habits de soirée, moustachus et bedonnants, pointaient du doigt vers ses enfants. Regardez-les, ces petits sauvages. Beaumont les traîne partout comme un cirque ambulant. 7 fois rejeté et il ose encore parader. La voix portait, acide, appartenant à Monsieur Lefebvre, le banquier dont la fille avait été la seconde à fuir Henri. À ses côtés, Madame de Vire, la première fiancée et conduite, agitait son éventail avec fureur, ses lèvres peintes pincées en une moue dédaigneuse. Henri sentit la chaleur monter à ses joues, les rires fusaient, discrets, mais assassins, et plusieurs regards se posèrent sur lui, mélange de pitié et de moquerie. Les enfants, sentant la tension, se regroupèrent près de lui. Sophie se cacha derrière sa jambe. Les triplés cessèrent de mâcher leurs friandises. C'était l'incident qui changeait tout. Non un scandale tonitruant, mais une calomnie publique, un veto social lancé au cœur du bal. Lefebvre s'avança, son verre levé comme une arme. « Beaumont, mon cher, votre fortune est admirable, mais ces enfants, ils perturbent l'harmonie. La duchesse devrait songer à des règles plus strictes pour ses invitations. » La duchesse intervint, sa voix tranchante comme une lame de soie. « Monsieur Lefebvre, ce bal est un havre de liberté, pas un tribunal. Henri et ses enfants sont les bienvenus. Si cela vous offense, la porte est grande ouverte. » Mais le mal était fait. Les murmures s'amplifièrent, et Henri vit des invités se détourner, leurs masques tombant comme des façades. 7 rejets passés, et voilà le 8e présage. L'humiliation publique, un coup social réel qui isolait sa famille aux yeux de Lyon. Hésitant, Henri serra le poing autour du ruban dans sa poche. Refuser de répondre, c'était admettre la défaite. Riposter, c'était risquer un éclat qui ternirait son nom. « Messieurs, mes enfants sont ma fierté, non ma honte, » déclara-t-il d'une voix ferme, mais le doute le rongeait. Les règles de ce nouveau monde s'imposaient. La haute société lyonnaise, avec son étiquette rigide, thé protocolaire, mariages arrangés, alliances bancaires, ne tolérait pas le chaos familial. Une vigilance publique s'installait. Chaque pas serait scruté, chaque rire des enfants un obstacle concret, une dette sociale à payer. Pourtant, au milieu de ce tumulte,
Une silhouette réapparut à la périphérie de la salle. La mendiante, toujours encapuchonnée, se tenait près d'une sortie de service, ses yeux bleus croisant à nouveau les siens. Elle ne mendiait pas. Elle observait comme si elle comprenait le poids de ses regards. Sans un mot, elle fit un geste discret, une main tendue, non pour l'argent, mais pour l'inviter à s'approcher. Henri hésita, le cœur divisé entre la fuite et la curiosité. Les enfants tiraient sur sa manche. « Père, partons-nous, ces gens sont méchants. » La duchesse posa une main sur son bras. « Allez voir Henri. Parfois, le destin se cache dans les ombres. » Il hocha la tête, forçant une décision initiale. S'éloignant du groupe hostile, il traversa la foule, ignorant les chuchotements. Près de la porte, la mendiante murmura, sa voix rauque mais claire, « Monsieur, vos enfants, ils illuminent cette nuit froide. Ne les laissez pas éteindre leur joie pour des masques vides. » Henri s'arrêta net. Qui était-elle pour oser ces mots? Une ouvrière de ces usines, peut-être, reconnaissant la soie, ou une âme plus profonde, échappée des bas-fonds du vieux lion? « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, la voix basse. « Clara » répondit-elle simplement, ses guenilles contrastant avec l'opulence. « Clara Duval, autrefois. Mais la vie a effacé le reste. » Avant qu'il ne puisse en savoir plus, un valet la poussa dehors, la traitant de vagabonde. Henri fit un pas pour la suivre, mais Lefebvre l'interpella. « Beaumont, rentrez chez vous. Cette soirée n'est pas pour les cirques. » Le choix était forcé. Rester, c'était endurer plus de calomnies. Partir, c'était altérer son statut, mais peut-être ouvrir une porte inattendue. Henri rassembla ses enfants, l'attelage les attendant dehors sous la pluie fine. Dans la voiture, le ruban serré dans sa main, il murmura « Ce soir change tout, mes petits, mais pour le meilleur ou le pire. » Clara, l'énigme vivante, avait fissuré son monde ordonné, et si elle était la clé d'une alliance improbable, un contrat du cœur au-delà des conventions? La nuit lyonnaise, enveloppée de brume, semblait retenir son souffle. La pluie fine de l'aube lyonnaise tambourinait sur les vitres de l'attelage qui ramenait Henri Beaumont et ses enfants vers la demeure des quais. Le bal masqué s'était achevé en un tourbillon de murmures et de regards fuyants, laissant un goût amer sur la langue d'Henri. Les enfants, épuisés, s'étaient endormis les uns contre les autres, leurs masques froissés sur les genoux. Lucien, l'aîné, veillait encore, les yeux fixés sur le ruban de soie bleue que son père serrait dans sa main gantée. « Père, cette femme, Clara, elle n'avait pas peur de nous, contrairement aux autres. » Henri hocha la tête, le cœur encore battant du bref échange près de la porte de service. Clara Duval, avec ses guenilles trempées et ses yeux bleus comme le Rhône en crue, avait osé des mots que personne n'avait prononcés depuis la mort d'Élise, une reconnaissance de la joie au milieu du chaos. Mais qui était-elle vraiment? Une mendiante des bas-fonds du vieux lion ou une ombre du passé? Le ruban, ce fragment effiloché de sa propre soie, semblait brûler dans sa paume, un objet symbolique qui liait leurs mondes si disparates. Le lendemain matin, alors que le soleil perçait timidement les nuages sur les collines de Fourvière, Henri se réveilla avec une résolution inhabituelle. La calomnie du bal, ces rires étouffés de Lefebvre et de Madame de Vire avaient fissuré son armure. Il ne pouvait plus ignorer les ombres qui planaient sur sa famille. Madame Duval, la gouvernante, entra dans le bureau, portant un plateau de thé fumant et un journal plié. « Monsieur, les enfants sont au petit déjeuner, mais il y a cela. » Elle désigna un article dans le quotidien local. Un paragraphe discret mais piquant. Au bal de la duchesse, le magnat des soieries et sa troupe bruyante font sensation. Pour le meilleur ou le pire. Henri serra les lèvres. La première conséquence visible, un commentaire dans la presse, un veto social qui circulait déjà dans les salons. Il devait tester les eaux de ce nouveau monde, où les alliances se nouaient non plus dans l'ombre, mais sous les yeux scrutateurs de Lyon. Préparez une visite, Madame Duval, chez la duchesse cet après-midi, et cherchez des nouvelles de cette Clara. Elle pourrait être une ouvrière de mes ateliers.
La duchesse de Montluc les reçut dans son hôtel particulier des pentes de la Croix-Rousse, un manoir aux murs tapissés de damas rouge et aux cheminées crépitantes. L'air embaumait le bois de santal et les roses séchées, un contraste apaisant avec la brume matinale. Ces salons, semi-publics lors de ces thés intimes où se mêlaient une poignée d'alliés, marchands respectés et veuves influentes, étaient le forum idéal pour mesurer l'acceptation. La duchesse, en robe de mousseline grise brodée de perles, s'avança avec un sourire complice. Henri, mes chers petits, entrez, entrez. J'ai entendu les ragots du bal. Lefebvre et sa clique rôdent, mais ici on rit d'eux. Les enfants, vêtus de leurs habits du dimanche, culottes courtes pour les garçons, robes de percale blanches pour les filles, se dispersèrent avec prudence. Amélie s'assit près d'un piano à queue, ses doigts effleurant les touches d'ivoire, tandis que les triplés, Pierre, Paul et Jacques, admiraient un buste de Napoléon sur un piédestal. Sophie, la rousse espiègle, offrit un bouquet de fleurs cueillies dans le jardin à la duchesse, provoquant un éclat de rire. « Quelle charmante invasion !» s'exclama l'hôtesse, mais Henri nota les regards. Deux invités, des dames de la bourgeoisie soyeuse, échangeaient des coups d'œil, rejets subtils. Friction de classe où les 8 enfants passaient pour une charge exotique. Soudain, la porte s'ouvrit sur une silhouette inattendue. Clara. Pas en guenilles cette fois, mais dans une robe simple de laine grise, rapiécée avec soin, ses cheveux châtains noués en un chignon modeste. La duchesse l'avait fait venir, expliqua-t-elle d'un clin d'œil. Clara travaille autrefois dans vos usines, Henri. Licenciée il y a 2 ans, après une maladie. Elle mendie pour survivre, mais son cœur est plus riche que bien des bourses. Clara s'inclina, ses yeux bleus évitant les siens au début, mais un micro-geste la trahit. Une main tremblante qui ajusta son châle, révélant un regard furtif, chargé d'une empathie muette. Henri sentit un frisson. Le ruban de soie qu'il avait gardé dans sa poche en sortit comme par magie lorsqu'il tendit la main pour la saluer. « Vous l'avez gardé, murmura-t-elle, sa voix rauque mais chaude. Un premier avance émotionnel, un rosse de doigts sur le tissu, un silence partagé où le monde s'effaça. Les enfants, curieux, s'approchèrent. « Madame, vous connaissez la soie de père ?» demanda Lucien, et Clara sourit, s'agenouillant pour montrer au triplé comment nouer le ruban en une cocarde. « Oui, petit, la soie unit les fils brisés. » Mais l'antagoniste veillait dans l'ombre. Par la fenêtre entr'ouverte, Henri aperçut une silhouette. Un valet au service de Lefebvre, notant discrètement la scène, un carnet à la main. Sabotage en germe, une espionnage qui promettait plus de calomnie. Une des invitées, Madame de Vire en personne, invitée par la duchesse pour tester les eaux, se raidit. « Une mendiante parmi nous ? Beaumont, votre générosité frise l'imprudence. Ces enfants ont besoin d'une mère de qualité, non du nombre des quais. » Humiliation subtile, un veto murmuré qui fit rougir Clara et serrer les poings d'Henri. Pourtant, la duchesse défendit avec une vigueur minimale. « Chère, la qualité se mesure au cœur, non au rang. » Clara, sans un mot, offrit à Amélie une petite broche en forme de cocon, un objet hérité peut-être de ses jours d'ouvrière, initiant un arc émotionnel. La fillette l'épingla à sa robe, un lien naissant. Henri et Clara partagèrent un regard prolongé, un silence complice où la tension se dissipa en une étincelle d'espoir. « Merci d'être venu, » souffla-t-il. Elle hocha la tête, ses joues rosissant sous le poids des yeux. La visite s'acheva sur une note aigre-douce. Dehors, un nouveau journal de l'après-midi circulait déjà, un entrefilet chuchoté. Beaumont et sa protégée des bas-fonds, un scandale en herbe. La conséquence sociale visible s'abattait, un commentaire qui alerterait les salons. Henri aida Clara à monter dans un fiacre qu'il avait mandé, leurs mains se frôlant à nouveau, un petit progrès, un regard qui promettait plus. Mais alors que l'attelage s'éloignait, il vit le valet de Lefebvre s'esquiver dans une ruelle, un pli à la main. L'antagoniste bougeait, et ce thé intime n'était que le début d'une preuve sociale plus rude. Clara, du seuil du fiacre, murmura « Ne laissez pas les ombres vous engloutir, monsieur, vos enfants, et vous. »
mériter la lumière. Henri rentra chez lui, le ruban et la broche en poche, le cœur divisé entre rejet et acceptation naissante. Léon, avec ses hiérarchies impitoyables, testait ses limites. Mais ce rosse, ce silence partagé, avait tissé un fil fragile. Combien de temps avant que Lefebvre ne tire dessus pour tout défaire? Les jours suivants s'étirèrent comme une soie tendue sur un métier à tisser, fragile et pleine de promesses incertaines. Henri Beaumont, hanté par le regard bleu de Clara, avait mandé un valet discret pour la retrouver dans les ruelles sombres du vieux Lyon. On la localisa près des quais, où les lavandières battaient le linge sous le crachin incessant. Elle accepta l'invitation à contre-cœur, murmurant que la faim et la solitude l'avaient rendue prudente. « Pas par pitié, monsieur », avait-elle dit au messager, « mais par curiosité pour ces enfants qui illuminent les ombres. » Une tempête se leva ce soir-là, comme si le ciel lyonnais conspirait pour forcer les destins. Le vent hurlait sur la Saône, fouettant les volets de la demeure d'Henri d'une pluie battante qui isolait la maison du monde extérieur. Les enfants, confinés par la tourmente, s'étaient réfugiés dans le grand salon aux murs lambrissés de chêne, où une cheminée rugissait pour chasser l'humidité. Lucien lisait à voix haute un conte de fées aux plus jeunes, sa voix couvrant à peine les coups de tonnerre. Amélie brodait un motif de cocon sur un châle, tandis que les triplés, Pierre, Paul et Jacques, construisaient une forteresse de coussins contre les éclairs. Sophie, blottie près de Madame Duval, chuchotait des secrets à sa poupée de chiffon. Henri, debout près d'une fenêtre aux carreaux ruisselants, guettait l'arrivée de Clara. L'attelage qu'il avait envoyé luttait contre les bourrasques, et quand enfin la porte s'ouvrit, elle entra trempée jusqu'aux os. Son châle de laine grise collé à la peau, ses cheveux châtains dégoulinant comme des fils défaits. « La tempête m'a presque renvoyé chez moi », dit-elle en secouant l'eau de ses bottines usées. Henri l'accueillit d'un geste, ôtant son propre manteau pour le lui tendre. « Restez! Les routes sont impraticables. Mes enfants seront ravis de votre compagnie. » Le confinement s'imposa naturellement, la nuit se refermant comme un rideau de velours. Clara, d'abord gauche dans cette opulence, les tapis persans, les bibelots de porcelaine, se détendit quand les enfants l'entourèrent. Sophie lui offrit une tasse de chocolat chaud et bientôt, elle racontait des histoires des ateliers, de doigts noircis par la teinture, de rires volés entre deux tours de filature. Lucien posa des questions sur la soie, et Clara, s'agenouillant près du feu, sortit de sa poche un petit objet hérité. Un dé à coudre en ivoire, gravé d'un motif floral effacé par les ans. C'était à ma mère, ouvrière comme moi. Elle disait que la soie guérit les cœurs brisés si on la tisse avec soin. La scène encora le moment, desnudant les couches cachées. Henri s'assit près d'elle sur un canapé de damas, les flammes dansant sur leur visage. Les enfants, captivés, formaient un cercle intime, le tonnerre dehors isolant ce cocon de confidence. Clara parla d'abord de son passé, veuve elle-même, emportée par la tuberculose 5 ans plus tôt, laissant une fille unique morte en bas âge d'une fièvre des poumons. « J'ai filé la soie pour vous, monsieur Beaumont, dans vos usines du Rhône. Mais la maladie m'a pris tout, mon travail, ma santé, mon espoir. Mendier, c'est survivre, pas vivre. » Sa voix se brisa, révélant une culpabilité profonde, celle d'avoir failli à sa petite, de n'avoir pas su la protéger des miasmes des quais. Henri, touché par cette vulnérabilité, ouvrit son propre cœur pour la première fois depuis Élise. « Ma femme, elle est partie il y a 10 ans, emportée par la même ombre. Ces 8 enfants sont ma joie, mais aussi mon fardeau. 7 fois, j'ai cru trouver une mère pour eux. 7 fois, on m'a repoussé comme un marchand de pacotille. On voit la fortune, pas l'âme. » Il sortit le ruban de soie de sa poche, le dé à coudre de Clara, le frôlant dans un geste symbolique. Leurs doigts se touchèrent brièvement, un rosse innocent qui fit monter une chaleur inattendue, humanisant l'homme durci par les affaires. Les enfants, sentant la confidence, se turent. Amélie posa sa broderie, les yeux humides. Dans ce silence partagé, une promesse tacite naquit.
Clara leva les yeux vers lui, son regard bleu perçant la pénombre. « Vos enfants ne sont pas un fardeau, Henri. Ils sont une tapisserie vivante, tissée de rires et de larmes. Moi, qui ai tout perdu, je vois en eux ce que les salons ignorent, la vraie richesse. » Il hocha la tête, sa main effleurant la sienne sur le dé, un geste qui changea la température émotionnelle, de la prudence à une confiance naissante, sans un mot de plus, sans franchir les bornes. Les triplés applaudirent, brisant la tension avec un éclat de rire, et Clara chanta une berceuse d'atelier. Sa voix rauque enveloppant la pièce comme une couverture chaude. Sophie s'endormit contre elle, un lien filial se tissant dans l'ombre. Pourtant, l'antagonista donna un signe de mouvement. Au milieu de la nuit, alors que la tempête faiblissait, un coup sec à la porte retentit. Madame Duval alla ouvrir, et un messager, trempé et essoufflé, remit une lettre cachetée à Henri. L'enveloppe portait le sceau de la banque Lefebvre. Monsieur Beaumont, une mise en garde de mon maître. Vaux, association récente avec des éléments des bas-fonds, risque de ternir votre nom. Retirez-vous, ou affrontez les conséquences commerciales. Espionnage confirmé. Le valet du bal avait dû rapporter la visite chez la duchesse. Et maintenant, une menace voilée, un recadeau qui visait Clara, semant le doute. Henri serra la lettre, le visage assombri. Clara, lisant son trouble, posa une main sur son bras. « Ne laissez pas cela nous séparer, pas ce soir. » Mais la marée émotionnelle retomba. À l'aube, alors que la pluie cessait, un fiacre fut mandé pour raccompagner Clara, les enfants pleurant son départ. « Revenez vite, madame !» cria Jacques en agitant le dé à coudre comme un talisman. Henri l'accompagna jusqu'à la porte, leurs regards se croisant une dernière fois. « Cette nuit, elle change tout, » murmura-t-il. Elle sourit faiblement. « Pour le meilleur, j'espère. » Mais comme l'attelage s'éloignait dans la brume matinale, Henri déplia la lettre pleinement. Un paragraphe final le frappa. Et concernant cette Clara Duval, veuve déchue, des rumeurs de dettes et de liaisons douteuses circulent. Prenez garde ou votre empire en souffrira. Une nouvelle qui rebaissait l'euphorie. Une arrivée de soupçons qui menaçait de rompre ce fil fragile. Qui était vraiment Clara? Et Lefebvre, tapi dans l'ombre, tirerait-il le premier? La confiance, si neuve, vacillait déjà sous le poids des intrigues lyonnaises. Les jours suivant la tempête, Lyon s'éveilla sous un ciel plombé, comme si la ville elle-même retenait son souffle face aux intrigues qui se nouaient dans ses ruelles étroites. Henri Beaumont, assis à son bureau encombré de factures et de rouleaux de soie, relisait la lettre de Lefebvre pour la 10e fois. Les mots, tracés d'une encre noire et ferme, le hantaient. Rumeurs sur Clara, dettes fantômes, liaisons douteuses. Était-ce du vent ou une arme forgée dans les ombres de la banque? Il froissa le papier, le jetant dans le feu qui crépitait faiblement. Clara, cette femme aux yeux bleus, qui avait tissé un lien si fragile avec ses enfants lors de cette nuit confinée. Elle représentait un espoir, un fil ténu dans la tapisserie de sa solitude. Mais Lefebvre, ce banquier aux lèvres minces et au regard calculateur, montait en puissance, son influence s'étendant comme une toile d'araignée sur les quais du Rhône. Henri décida d'agir. Il manda un messager pour inviter Clara à une promenade discrète le long de la Saône, loin des yeux des salons. « Dites-lui que c'est pour les enfants », murmura-t-il à Madame Duval, qui hocha la tête avec une prudence maternelle. Les petits, sentant l'excitation, bombardaient déjà la gouvernante de questions. Lucien, l'aîné, avait même cousu un petit sac avec le ruban bleu pour y ranger des pierres du fleuve. « Elle reviendra, père. Elle nous a promis des histoires d'ouvriers. » Henri sourit, mais au fond de lui, l'angoisse grandissait. La lettre de Lefebvre n'était pas un simple avertissement. C'était le premier assaut frontal d'un antagoniste qui visait son empire. Lefebvre, rival dans les affaires de soie, avait toujours envié les usines Beaumont, et maintenant, il utilisait les rumeurs pour saboter toute alliance naissante. L'après-midi venu, Clara arriva à l'embarcadère, vêtue d'une robe de laine reprisée, un châle usé sur les épaules. Ses cheveux châtains, noués simplement, dansaient dans la brise du fleuve.
Les enfants l'accueillirent avec des cris joyeux, tirant sur ses jupes pour lui montrer leur trésor. Des coquillages ramassés au jardin, un dessin d'Amélie représentant une famille tissée de fils d'or. Henri les observa depuis le bord de l'eau, son cœur se serrant d'une tendresse nouvelle. Clara s'agenouilla près des triplés, Pierre, Paul et Jacques, et leur apprit à lancer des cailloux plats sur la surface miroitante. « Regardez comme ça, 1, 2 ricochets !» rit-elle, sa voix rauque se mêlant au clapotis. Sophie s'accrocha à sa main, et pour un instant, l'équilibre semblait parfait. Une famille recomposée sous le regard bienveillant des collines. Mais l'attaque vint sans prévenir. Alors qu'ils s'attardaient près d'un pont de pierre, un groupe d'ouvriers des usines Lefebvre passa, leur tablier taché de teinture. L'un d'eux, un colosse aux épaules larges et au visage couturé, s'arrêta net, pointant Clara du doigt. « Tiens, tiens, la veuve Duval, toujours à mendier, hein? Et maintenant, avec le grand Beaumont? Attention, patron, elle a laissé des dettes partout après la mort de son homme, et des amants dans chaque atelier. » Les mots fusèrent comme des flèches, publics et assassins, portés par les échos du fleuve. Les enfants se figèrent, Sophie éclatant en sanglots, Clara pâlit, ses mains tremblant sur le châle. « C'est faux, j'ai travaillé honnêtement. La maladie m'a tout pris. » Henri se dressa furieux, repoussant l'ouvrier d'une main ferme. « Tenez votre langue, ou c'est moi qui vous renverrai au métier. Ces rumeurs sont du poison. » Mais le mal était fait. Des passants, des lavandières, des marchands de quartier s'étaient rassemblés, leurs murmures amplifiant l'exposition. Bientôt, un crieur de journaux arriva, agitant un placard frais. Scandale sur les quais, le magnate des soieries et une mendiante endettée. L'empire Beaumont en péril. Lefebvre avait frappé fort. Un sabotage orchestré, avec des faux témoignages glissés à la presse locale, blessant la réputation d'Henri et de Clara de manière publique. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, atteignant les salons bourgeois avant le crépuscule. De retour à la demeure, l'équilibre se rompit. Madame Duval, les lèvres pincées, murmura à Henri « Monsieur, les commandes des soieries chutent déjà. 3 marchands ont annulé, craignant le scandale. Perte de soutien tangible, des alliances commerciales fissurées, une menace légale voilée sous forme de rumeurs qui pourrait mener à des enquêtes sur les dettes de Clara, et par ricochet sur les comptes de Beaumont. » Henri, isolé dans son bureau, sentit la chute de Status. Le roi de la soie, autrefois adulé, devenait la risée des quais. Les enfants, traumatisés, se terraient dans la nurserie, leurs jeux silencieux. Amélie pleurait sur son dessin déchiré, tandis que Lucien serrait le poing. « C'est Lefebvre, père. Il nous hait depuis que vous avez gagné le contrat avec Paris. » Clara, refusant de rester, fit ses adieux au seuil, les yeux baissés. « Henri, je ne peux pas vous ruiner. Vos enfants, ils méritent mieux qu'une ombre comme moi. » Il la retint, sa voix brisée. « Attendez, ce n'est pas fini. » Mais elle secoua la tête, un geste qui brisa la confiance naissante. Les rumeurs blessent plus que les mots. Partez, protégez-les. Elle s'éloigna dans la nuit, laissant le dé à coudre sur le perron, un symbole compromis, taché de boue du fleuve. Le moment sans retour s'imposa. Henri, en la laissant partir, avait franchi une ligne. Retourner à l'ancien monde, solitude acceptée, affaire pure, était impossible. Le scandale public avait tout changé. Sa famille, autrefois un chaos privé, était maintenant une cible ouverte. Seul, avec ses enfants ce soir-là, Henri les serra contre lui, mais l'exil émotionnel le rongeait. Lefebvre avait gagné cette bataille, séparant le couple naissant par la force des murmures. Une lettre arriva tard dans la nuit, cachetée du sceau bancaire, un ultimato social. « Retirez-vous des affaires communes, Beaumont, où vos usines verront leurs ouvriers se rebeller, et cette Duval, qu'elle disparaisse, où le vrai passé de sa veuvage éclatera. » Henri froissa le papier, le cœur en lambeaux. Clara était partie, le fil rompu. Mais au fond de lui, une rage montait. Combien de temps avant qu'il ne contre-attaque? Et si Clara, dans l'ombre, cachait une vérité qui pourrait tout renverser? La nuit lyonnaise, lourde de secrets, attendait sa réponse.
Les ombres s'allongeaient sur les quais de la Saône, où les lanternes à gaz commençaient à s'allumer comme des yeux vigilants dans la brume du soir. Henri Beaumont, assis dans son bureau au mur tapissé de soieries fanées, fixait le dé à coudre abandonné sur le perron, ramassé par Madame Duval au petit matin. La perte de Clara, après l'assaut public des rumeurs orchestrées par Lefebvre, avait creusé un vide plus profond que les 7 rejets passés. Ses enfants, encore secoués par les murmures des quais, erraient dans la maison comme des fantômes joyeux, leur rire forcé masquant la peur. Lucien avait tenté de réconforter les triplés, Pierre, Paul et Jacques, avec un jeu de billes. Mais même lui, l'aîné au regard vif, sentait le poids de l'ultimatum bancaire, retrait des affaires ou révélation d'un vrai passé pour Clara. Pourtant, au cœur de cette vallée de danger, une lueur perça. Le lendemain, un pli anonyme glissa sous la porte de la demeure, cacheté d'un simple ruban bleu, le même que celui du bal. Henri l'ouvrit d'une main tremblante, révélant une lettre manuscrite accompagnée d'un vieux livre de contes jauni et d'un portrait miniature craquelé. Les mots, tracés d'une encre pâle, le frappèrent comme un éclair. « Monsieur Beaumont, les dettes de Clara Duval ne sont pas les siennes, mais les miennes. Lefebvre m'a forcé à falsifier ses pages pour ruiner une ouvrière honnête. Elle a refusé ses avances il y a 5 ans, après la mort de son mari. Il a saboté sa vie pour la briser. Témoignez pour elle, ou il viendra pour vos usines. Ensuite, une ancienne employée. » Henri relut les lignes, le cœur battant. La vérité structurelle se dévoilait. Un complot ourdi par Lefebvre, non pas une dette isolée, mais une manipulation systématique pour contrôler les ateliers rivaux. Le livre de comptes, annoté de sa main, montrait des entrées truquées, des avances fictives accordées à Clara, remboursements gonflés pour la noyer sous les créances. Le portrait, jauni par les ans, représentait une jeune Clara, radieuse aux côtés d'un ouvrier souriant, avant la maladie et la veuvure. C'était une preuve irréfutable, un témoignage muet d'une vie volée. Henri serra le poing. Lefebvre, ce serpent aux manières polies, n'était pas un simple rival. Il était un prédateur qui piétinait les âmes pour gonfler sa fortune. L'indignation monta en lui. Une rage pure contre cet homme qui avait transformé la vulnérabilité de Clara en arme et menaçait maintenant sa famille. Picot d'espoir. Henri agit sans délai. Il manda un notaire discret, un allié des soieries lyonnaises, pour authentifier les documents. Puis, il rédigea une lettre ouverte, destinée aux journaux et aux chambres de commerce. Lyon, ville de tisseurs, ne saurait tolérer les fils empoisonnés de la calomnie, écrivit-il, exposant les falsifications sans nommer Clara directement, pour la protéger. Mais c'est Clara elle-même qui assuma l'agence. Le soir même, elle réapparut à la porte, non plus en ombre fuyante, mais le menton haut, un manteau emprunté masquant ses guenilles. « Henri, j'ai vu le messager. C'est vrai, Lefebvre. Il m'a approché après la mort de mon mari. J'ai refusé, et il a inventé ses dettes pour me chasser des usines. Mais je ne fuirai plus. » Ces mots, prononcés d'une voix ferme malgré le tremblement, révélèrent une couche profonde. Sa froideur n'était pas de la peur, mais un devoir farouche envers sa mémoire perdue, envers les enfants qu'elle n'avait pu sauver. Henri l'invita à entrer. Les enfants accourant avec des cris de joie. Sophie s'accrocha à sa jupe, tandis qu'Amélie lui tendit la broche en cocon, symboliquement rendue. Dans le salon éclairé par les flammes, Clara s'assit, et pour la première fois, elle parla ouvertement de son passé. Le journal intime de sa mère, qu'elle sortit d'un sac usé, page jaunie, décrivant les pressions de Lefebvre sur les ouvrières. « Il complote depuis des années, Henri. Pas seulement contre moi, mais contre tous ceux qui résistent à sa banque. Vos usines sont sa prochaine proie. » Leur rapprochement fut contenu, tissé de confiance plus que de passion. Henri posa une main sur la sienne, sur le dé à coudre partagé, un geste fraternel qui scella une alliance. « Vous n'êtes pas une ombre, Clara. Vous êtes la force qui manquait à cette maison. » Les enfants, sentant le lien, formèrent un cercle. Lucien offrit le sac au ruban bleu, les triplés chantèrent une comptine d'atelier à prise d'aile. Un picot d'espoir illumina la pièce, la famille recomposée dans un éclat fugace.
Clara, proactivement, proposa une initiative sociale. « Publions ensemble. Je témoignerai aux assemblées des tisseurs. Pas pour moi, mais pour les veuves comme nous, écrasées par ces monstres. » Mais le val de danger suivit, amplifiant la menace. À peine la lettre d'Henri partit chez l'imprimeur, un émissaire de Lefebvre frappa à la porte. Un clerc aux yeux froids, porteur d'un nouveau pli. « Monsieur Beaumont, ces allégations sont diffamatoires. Retirez-les, ou une enquête sur vos propres comptes s'ensuivra. Et pour Madame Duval, son témoignage ne fera que confirmer ces liaisons passées, fabriquées ou non. » La réponse du antagoniste était un contre-sabotage, une promesse de scandale amplifiée, visant à isoler Clara plus profondément, à retourner l'opinion publique contre elle. Henri sentit l'indignation du public et la sienne culminer. Comment un homme tel que Lefebvre, pilier des salons, osait-il piétiner ainsi les humbles pour son avidité? Les rumeurs, autrefois chuchotées, deviendraient un ouragan si Clara parlait. Pourtant, elle tint bon. Le lendemain, au lever du jour, Clara rédigea une déclaration publique, signée de sa main. « Je, Clara Duval, veuve et ancienne ouvrière, accuse publiquement Monsieur Lefebvre de manipulations qui ont détruit des vies. Les preuves sont aux mains honnêtes de Lyon. » Elle la fit circuler via les tisseurs des quais, une action qui altéra la perception sociale. Des murmures d'approbation naquirent dans les ateliers, des femmes hochant la tête en lisant les placards. Henri, à ses côtés, envoya le livre de comptes au président de la chambre de commerce. Un mentor inattendu qui avait perdu un fils à cause de dettes bancaires suspectes. Leur lien se resserra dans ce combat. Un regard complice au-dessus des documents, une main sur l'épaule pendant que les enfants dormaient. Confiance forgée dans l'adversité, sans effusion, mais avec une chaleur qui promettait plus. Lefebvre riposta par une menace accrue. Des ouvriers soudoyés plaçardèrent des libelles anonymes au coin des rues, accusant Clara de mensonges pour s'élever socialement. Une mendiante ambitieuse, grimpant sur le dos du veuf, proclamait-il. Le danger montait, évoquant une riposte plus violente, peut-être une saisie d'usine. Au milieu de cette tourmente, une invitation arriva, cachetée du sceau de la duchesse de Montluc. Assemblée publique à l'Opéra de Lyon dans 3 jours. Tous les tisseurs et bourgeois sont conviés. Venez, Henri et Clara, c'est là que la vérité triomphera, ou s'effondrera. Le ganchot final se tendait, un événement décisif, où le complot de Lefebvre serait exposé devant la communauté entière. Henri serra la main de Clara, le dé à coudre entre eux. « Allons-y ensemble !» Mais dans l'ombre, Lefebvre ourdissait déjà son dernier piège. La toile se resserrait, et Lyon retenait son souffle. Les lustres de l'Opéra de Lyon diffusaient une lumière éclatante qui cascadait sur les balcons dorés et les fauteuils de velours rouge, transformant l'assemblée en un théâtre vivant, où les destinées se nouaient comme des fils de soie. La duchesse de Montluc avait orchestré ce soir-là un événement sans précédent. Une réunion publique des tisseurs, marchands et bourgeois, invoquée sous prétexte d'harmoniser les affaires de la ville, mais tous savaient que l'air vibrait d'une tension palpable. Henri Beaumont, vêtu d'un habit noir impeccable, rehaussé d'un gilet de soie grise, serrait le bras de Clara Duval, tandis qu'il franchissait les portes massives. Elle, dans une robe simple de mousseline bleu ciel, prêtée par la duchesse, un tissu fluide aux manches bouffantes et au col haut, orné d'un discret liseré de dentelle, levait le menton avec une détermination nouvelle, ses yeux bleus brillant d'une résolution farouche. Les enfants, confiés à Madame Duval dans les coulisses, attendaient avec anxiété, Lucien murmurant des encouragements à ses frères et sœurs. La salle bourdonnait de 200 âmes. Des ouvriers aux tabliers usés côtoyaient des bourgeois en habits de queue, leurs murmures formant un fond sonore comme le ronron des métiers à tisser. Lefebvre trônait au premier rang, son visage pâle et ses lèvres minces pincées en un sourire suffisant, flanqué de 2 témoins, un clerc bedonnant et une veuve aux yeux fuyants, achetés pour l'occasion. Il avait préparé son sabotage final, un dossier factice, gonflé de lettres forgées et de témoignages payés,
accusant Clara non seulement de dette, mais d'une intrigue ourdie pour s'infiltrer dans la fortune de Beaumont. Cette mendiante vise l'héritage des enfants, chuchotait-il déjà à ses voisins, semant le doute comme une teinture empoisonnée. La duchesse monta sur l'estrade, son éventail claquant pour imposer le silence. « Mes amis de Lyon, ce soir, nous tissons la vérité. Monsieur Beaumont et Madame Duval ont des révélations à partager. » Henri s'avança, Clara à ses côtés, le livre de comptes et le portrait miniature serrés dans une mallette de cuir. Les regards se posèrent sur eux, mélange de curiosité, de pitié pour Henri le veuf rejeté 7 fois, et de mépris pour Clara, l'ombre des quais. Lefebvre se leva, sa voix retentissant comme un coup de fouet. « Attendez, avant toute parole, écoutez les faits. Cette femme, Clara Duval, n'est pas une victime innocente. J'ai ici des preuves. Des lettres attestant ses dettes impayées et des témoins qui jurent l'avoir vue comploter avec des rivaux pour ruiner des familles honnêtes. » Il agita un paquet de papier jauni, une lettre falsifiée en tête, signée d'une main tremblante imitant celle d'un ancien employeur. La veuve à ses côtés hocha la tête, bafouillant « Oui, elle m'a confié ses plans, pour s'emparer de la fortune Beaumont via les enfants. » Un murmure d'indignation s'éleva, des ouvriers fronçant les sourcils, des bourgeois hochant la tête en approbation. Clara pâlit, mais Henri posa une main ferme sur la sienne, un geste de soutien qui ne passa pas inaperçu. C'était le moment de la contre-attaque. Henri, d'une voix claire et mesurée, comme un tisseur présentant un motif précieux, ouvrit la mallette. « Messieurs, mesdames, Lyon est une ville d'honneur, non de mensonges. Regardez ces documents authentiques. » Il déploya le livre de comptes, ses pages annotées projetées sous les lanternes par un valet complice. Ces entrées falsifiées, signées de la main d'un clerc de la banque Lefebvre, montrent comment des dettes ont été inventées pour briser des vies. Madame Duval, ouvrière loyale de mes usines, a refusé les avances indécentes de Monsieur Lefebvre il y a 5 ans. En représailles, il a saboté son existence. Licenciement injuste, rumeurs propagées, jusqu'à la mendicité. Il brandit le portrait miniature, le tenant haut pour que tous voient le visage jeune et radieux de Clara. Voici la vérité, une veuve endeuillée, une mère brisée par la maladie, non une intrigante. Clara prit la parole à son tour, sa voix rauque mais assurée résonnant dans la salle. « J'ai perdu mon mari et ma fille aux fièvres des quais, travaillé dur pour survivre. Monsieur Lefebvre m'a approché et mon refus a déclenché sa vengeance, mais je ne suis pas venu pour moi seul. Pour toutes les ouvrières écrasées par de tels complots, pour les familles comme celle de Monsieur Beaumont, 8 enfants qui méritent non la pitié, mais l'unité. » Elle sortit le journal intime de sa mère, lisant un passage à voix haute. Description précise des pressions bancaires sur les tisseuses, datées et signées. La duchesse intervint, appelant une témoin clé, l'ancienne employée anonyme qui s'avança du fond de la salle, un châle sur les épaules. « C'est moi qui ai écrit la lettre sous la porte. J'ai vu Lefebvre falsifier ses pages. Il m'a forcé, sous menace de ruine. Clara est innocente, c'est lui le poison de nos ateliers. » Le chaos éclata. Lefebvre bondit, rouge de fureur, agitant son dossier. Mensonge, ces preuves sont fabriquées. Mais le clerc à ses côtés, confronté au livre authentique, balbutia et s'effondra, avouant sous la pression des murmures « Oui, il m'a payé pour signer. » La veuve, paniquée, se rétracta. « J'ai menti pour de l'argent. » La salle explosa en un tumulte. Des ouvriers scandant « Honte à Lefebvre », des bourgeois se levant pour applaudir, la duchesse claquant son éventail pour restaurer l'ordre. Lefebvre, isolé, balbutia des dénégations, mais ses alliés se détournaient, leurs visages crispés de dégoût. La communauté reconfigura tout. Clara, de mendiante humilée, devint une figure respectée, une veuve courageuse dont les yeux bleus brillaient d'une lumière nouvelle. Henri, le magnate veuf, n'était plus le paria aux 8 enfants. Il était le défenseur de l'honneur lyonnais, sa famille, un symbole de résilience. Le pic d'euphorie déferla comme une vague triomphante. Lefebvre, blême, fut hué et contraint de quitter la salle sous les sifflets.
Son empire bancaire fissuré par les promesses de boycotts immédiats, enquêtes lancées, contrats annulés, la duchesse leva son verre à la vérité tissée. Beaumont et Duval, vous avez sauvé l'âme de Lyon. Les applaudissements tonnèrent, des ouvriers serrant la main de Clara, des bourgeois inclinant la tête vers Henri. Si vous vibrez avec cette victoire, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer d'autres histoires passionnantes de la belle époque. Au milieu de ce silence post-tempête, alors que la foule se dispersait dans un murmure approbateur, Henri et Clara se retrouvèrent seuls sur l'estrade, le dé à coudre et le ruban bleu entre eux. Leurs regards se croisèrent, un engagement intime tacite scellé dans un effleurement de main. Non une promesse verbale, mais un fil invisible, tissé pour l'avenir. Mais dehors, dans l'ombre des arcades, un valet essoufflé murmura à l'oreille d'un allié de Lefebvre: « Il prépare une riposte finale, mais plus sournoise encore. » Le calme n'était qu'un répit, le vrai dénouement attendait. Les jours qui suivirent l'assemblée à l'Opéra de Lyon s'écoulèrent comme un fleuve apaisé après la crue, emportant les scories du scandale et déposant les sédiments d'un nouvel ordre. Henri Beaumont, le magnate des soieries, se tenait au cœur de ce renouveau, sa silhouette athlétique se redressant sous le poids allégé de la victoire. Les enquêtes lancées par la Chambre de commerce, soutenues par la duchesse de Montluc et une cohorte d'alliés ouvriers, avaient frappé Lefebvre au vif. Le banquier, autrefois pilier des salons, vit son empire s'effondrer en une semaine. Saisi de comptes truqués, annulation de prêts par les marchands lyonnais outrés, et un exil forcé vers les provinces obscures, où sa réputation le suivait comme une ombre maudite. Hors de Lyon, ou en prison, avait décrété le président de la Chambre, un homme aux favoris grisonnants, dont le fils avait jadis succombé aux dettes imposées par la banque. Lefebvre, blême et voûté, quitta la ville sous les huées discrètes des quais, perdant droits et prestiges, réduit à mendier des alliances précaires dans l'ombre des petites villes. Henri, transformé par l'épreuve, montra une compassion nouvelle, sa voix autrefois autoritaire adoucie par l'empathie. Il fonda une école pour les enfants des ouvriers des soieries, nichés sur les berges du Rhône, où les fils et filles des tisseuses apprenaient non seulement à lire, mais à filer leurs propres rêves. « La soie n'est pas seulement pour les riches », déclara-t-il lors de l'inauguration, entouré de Clara et des siens, sa main serrant la sienne en un geste public de solidarité. Les enfants d'Henri, ces 8 joyaux turbulents, évoluèrent sous ce legs. Lucien, l'aîné, prit la tête des ateliers juvéniles, sa verve canalisée en leadership naissant. Amélie, la studieuse, devint l'institutrice des plus jeunes, ses lunettes rondes perchées sur un nez déterminé. Les triplés Pierre, Paul et Jacques transformèrent leurs jeux bruyants en leçons pratiques, tandis que Sophie, la rousse espiègle, distribuait des cocons comme talisman d'espoir. Madame Duval, la gouvernante fidèle, fut récompensée par une retraite honorable dans une petite maison aux pentes de Fourvière, ses lèvres pincées enfin relâchées en un sourire permanent. Clara Duval, de mendiante aux guenilles usées, émergea comme une figure de résilience, sa voix rauque portant l'écho des ateliers oubliés. Elle initia une œuvre sociale, une bibliothèque itinérante pour les veuves des quais, remplie de contes et de manuels de couture, où les femmes comme elle pouvaient tisser non plus de la soie, mais des filets de sécurité. « J'ai perdu une fille, mais je sauverai des dizaines », confia-t-elle à Henri lors d'une promenade sous les arcades du vieux Lyon, ses yeux bleus reflétant la Saône calme. Leur lien, scellé par libre choix, devint une alliance entre égaux, non un mariage forcé par la fortune, mais un partenariat forgé dans l'adversité. Lors d'une cérémonie intime dans le jardin de la demeure Beaumont, entourés des enfants et de la duchesse, ils échangèrent des anneaux simples en or martelé, sans histoire toxique, forgés par un artisan des usines, gravés d'un motif de cocon ouvert. « Pour un avenir tissé ensemble », murmura Henri, glissant l'anneau au doigt de Clara, leurs mains se joignant dans un serment muet. Les enfants applaudirent, formant une haie d'honneur avec des rubans bleus, et même les coadjuvants neutres, ces bourgeois hésitants du bal, se repositionnèrent, envoyant des invitations tardives pour des thés réconciliateurs.
Le nouveau status quo s'établit comme une tapisserie achevée. La demeure des quais, autrefois un chaos solitaire, bourdonnait d'une harmonie retrouvée. Henri et Clara, mariés par amour pur, annoncèrent bientôt une grossesse, un horizon de futur où les 8 enfants verraient grandir un 9e frère ou sœur. Les matins s'emplissaient de rires partagés, Clara chantant des berceuses d'atelier aux cadets, Henri lisant des contes de soie aux aînés près de la cheminée. L'empire des soieries prospéra, ses motifs exportés jusqu'à Paris, mais avec une éthique nouvelle, salaire juste pour les ouvrières, écoles intégrées aux usines. La duchesse, récompensée par une commande exclusive de soieries pour ses bals, devint une marraine officieuse, tandis que l'ancienne employée anonyme, promue intendante de la bibliothèque, trouva une place stable. Une image finale mémorable scella ce dénouement. Au crépuscule, sur les quais embrumés, Henri et Clara se tenaient enlacés, leurs lèvres se rencontrant en un baiser tendre, pur amour, tandis que les enfants couraient devant, libérant des lanternes en papier qui s'élevaient comme des rêves vers les collines de Fourvière. Le legs en action. L'école bruissait déjà de voix enfantines, la bibliothèque diffusait ses lumières aux veuves, et Lyon, ville de contraste, respirait un air plus juste. Mais au fond de cette euphorie, un gant chaud suave persista. Une lettre arrivait ce matin-là, cachetée d'un sceau inconnu, évoquant une nomination lointaine pour Henri. Un conseil impérial à Paris, où d'anciens complots pourraient ressurgir. Clara serra sa main. Où que le fil nous mène, nous le tisserons ensemble. Le Rhône coulait, indifférent, et portant leurs promesses vers l'horizon. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit triomphante à l'Opéra de Lyon, où les lustres avaient illuminé un verdict de justice comme une aurore sur la Saône. La ville, toujours tissée de contrastes entre les collines verdoyantes de Fourvière et les quais brumeux, avait changé subtilement, comme une soie patinée par le temps. Les ateliers ronronnaient encore, mais avec une humilité nouvelle, et les rumeurs d'autrefois s'étaient muées en légendes chuchotées lors d'étés dominicaux. Henri Beaumont, à présent 55 ans, se tenait sur le perron de la demeure agrandie, ses cheveux grisonnants balayés par une brise printanière. Son visage, buriné par les ans, mais adouci par la paix, portait les rides d'un homme qui avait conquis non seulement des marchés, mais un foyer. À ses côtés, Clara, 48 ans, enveloppée dans un châle de laine tissé main, un motif de cocon entrelacé, cadeau des ouvrières, observait le jardin où les enfants, grands et petits, formaient un cercle animé. Leur amour avait résisté au temps, forgé dans l'adversité comme un fil d'or pur. Mariés depuis 9 ans, ils avaient scellé leur union par une cérémonie simple, sous les arcades du vieux Lyon, entourés de la duchesse de Montluc et des 8 enfants d'Henri, qui avaient accueilli Clara, non comme une belle-mère imposée, mais comme le cœur manquant de leur tapisserie familiale. La grossesse annoncée après l'Assemblée avait donné naissance à un 9e enfant, une fille nommée Élise, en hommage à la défunte épouse d'Henri, une petite aux boucles châtaines et aux yeux bleus de sa mère, qui à 10 ans courait déjà avec l'énergie des triplés, désormais adolescent solide. Lucien, 26 ans, dirigeait les usines avec une poigne ferme héritée de son père, marié à une tisseuse aux doigts agiles, père de 2 garçons turbulents. Amélie, 22 ans, avait transformé l'école des ouvriers en un institut renommé, enseignant la lecture et la couture à des dizaines de filles des quais. Elle portait une alliance discrète, promise à un jeune architecte lyonnais. Sophie, 18 ans, la rousse espiègle d'autrefois, aidait Clara à la bibliothèque itinérante, distribuant des livres comme des graines d'espoir, son rire résonnant encore dans les ruelles autrefois sombres. Les triplés, Pierre, Paul et Jacques, 20 ans chacun, incarnaient la vitalité du foyer. Pierre gérait les exportations vers Paris, Paul innovait les teintures naturelles et Jacques, le plus rêveur, composait des airs pour les bals de la duchesse où les soieries Beaumont brillaient toujours. Les autres garçons, Étienne le rêveur, devenu poète des ateliers, François l'espiègle chef d'équipe,
Louis le colérique apaisé par le mariage, René le timide confiant en sa fiancée, formaient un réseau solide protégeant l'empire familial des vents contraires. Madame Duval, la gouvernante fidèle, s'était éteinte paisiblement 2 ans plus tôt, laissant un journal intime à Clara, page remplie de tendresse pour ces petits diables qui ont sauvé mon cœur. Son prix payé, une vie de dévouement sans enfant propre, mais un legs d'amour diffus dans la maison. Clara, elle, avait vu son œuvre sociale fleurir comme un magnolia au printemps. La bibliothèque, autrefois un chariot brinque-ballant, était devenue un bâtiment aux murs de briques claires sur les berges du Rhône, où des veuves et des ouvrières se réunissaient pour coudre, lire et partager des histoires de résilience. « J'ai perdu ma fille, mais j'en ai gagné des centaines », confiait-elle souvent, sa voix rauque adoucie par les ans, ses mains marquées par les métiers à tisser, tenant un nouveau dé à coudre, hérité d'Élise la petite. Elle avait payé un prix élevé pour ses décisions. Les cicatrices de la mendicité persistaient dans des nuits d'insomnie, hantées par les ombres de Lefebvre, mais la victoire l'avait guérie, transformant la douleur en force. Lefebvre lui-même avait sombré dans l'oubli. Exilé à Marseille, ruiné par des procès en cascade, il végétait dans une mansarde, son nom synonyme de trahison dans les salons lyonnais. Son complot, révélé 10 ans plus tôt, avait coûté cher à ses complices, le clerc en prison pour faux, la veuve repentie recluse dans un couvent, un rappel que la justice, lente mais inexorable, tissait ses propres nœuds. Henri et Clara, main dans la main, regardaient Élise et Sophie planter des bulbes de jasmin près de la fontaine du jardin, un espace rénové où des statues de tisseuses veillaient. « Regardez-les » murmura Henri, sa moustache grisonnante frémissant d'émotion. 9 âmes que nous avons tissées ensemble, 7 rejets, et pourtant, vous, Clara, avez accepté non seulement moi, mais ce monde entier. Elle se tourna vers lui, ses yeux bleus embués de nostalgie, posant une main sur son bras. Et toi, Henri, m'as sorti des ombres. Notre amour n'est pas un fil fragile. C'est une toile indestructible, résistante aux tempêtes. Ils s'embrassèrent doucement, un baiser chargé de 10 ans de rires partagés, de disputes apaisées au coin du feu, de promenades sous les arcades où Lyon murmurait leur nom avec respect. Les changements familiaux et sociaux imprégnaient chaque recoin. L'empire des soieries, jadis menacé, s'était étendu. Des partenariats avec les veuves ouvrières avaient créé des lignes éthiques, exportées jusqu'aux cours européennes, et l'école formait une génération libre des dettes oppressives. La duchesse, vieillie mais toujours excentrique, organisait encore des bals masqués où les enfants Beaumont dansaient aux côtés des humbles, effaçant les barrières de classe. Henri, nommé conseiller municipal, plaidait pour des lois protégeant les tisseuses, sa voix résonnant dans les assemblées comme un écho de l'opéra. Clara, à ses côtés, témoignait lors de réceptions son passé non plus une honte, mais un flambeau pour les opprimés. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les collines, la famille se réunit autour d'une table dressée dans le jardin. Des plats simples, pain frais, fromage du Rhône, confiture de fruits confits, partagés sous les lanternes. Les rires fusaient, les histoires du jour se mêlant aux souvenirs, le bal où tout avait commencé, la tempête qui avait uni leur cœur, la victoire qui avait libéré Lyon. Élise grimpa sur les genoux de Clara, demandant « Maman, raconte encore comment tu as sauvé papa des méchants. » Clara sourit, caressant ses boucles. « Ce n'était pas moi seule, ma chérie, c'était nous tous. » Henri leva son verre, les yeux humides. « À la famille, à l'amour qui endure. Que les fils de demain soient aussi forts que les nôtres. » La nuit enveloppa la demeure, les étoiles scintillant comme des cocons prêts à éclore. 10 ans après, l'amour d'Henri et Clara n'était plus une étincelle fragile, mais un feu nourri par le temps, illuminant non seulement leur foyer, mais la ville entière. Lyon, avec ses pavés humides et ses rêves tissés, portait leur legs, une tapisserie d'espoir, où personne n'était rejeté, où chaque fil comptait. Et dans ce calme nostalgique,
Le cœur d'Henri battait au rythme d'une gratitude infinie pour Clara, pour les 9 enfants, pour une vie enfin complète. Au crépuscule de cette belle époque lyonnaise, où les fils de soie tissaient encore les rêves des hommes et des femmes, l'histoire d'Henri Beaumont et de Clara Duval se révèle comme un témoignage éternel de résilience. Imaginez, chers amis, un veuf magnate, chargé de 8 enfants turbulents, 7 fois repoussés par la société guindée des salons, trouvant enfin l'amour dans les yeux bleus d'une mendiante aux guenilles usées. Ce n'est pas un conte fantaisiste, mais une leçon gravée dans les pavés humides de Lyon. L'amour véritable transcende les classes, les rejets et les complots ourdis dans l'ombre des banques. Henri, avec sa fortune bâtie sur les ateliers du Rhône, apprit que la richesse véritable réside dans les cœurs unis, non dans les coffres-forts. Clara, sortie des bas-fonds, nous enseigne que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force qui défie les tempêtes sociales et les calomnies perfides. Pensez-y. Combien de fois avons-nous, comme Henri, tendu la main vers un avenir incertain seulement pour voir les portes se refermer sous le poids des jugements? Ou comme Clara, avons-nous dû mendier non de l'or, mais de la compréhension pour rebâtir sur les ruines d'un passé douloureux? Cette saga nous rappelle que la justice, même lente, triomphe des serpents comme Lefebvre, dont l'avidité les a menés à l'exil et à l'oubli. Et les enfants, ces 8 soleils et la petite Élise qui suivit, prouvent que la famille n'est pas un fardeau, mais un trésor qui illumine les nuits les plus sombres. Dans un monde où les hiérarchies sociales étouffent les âmes, leur union nous motive à oser, à regarder au-delà des apparences, à défendre l'honneur des humbles, à tisser des liens qui résistent au temps. Si cette histoire vous a ému jusqu'aux larmes, si elle a ravivé en vous l'espoir d'un amour inconditionnel, partagez-la avec le monde. Commentez ci-dessous ce que vous en avez pensé. Quelle leçon retiendrez-vous de ce magnate veuf et de sa mendiante victorieuse? Et pour savoir qui a suivi cette épopée jusqu'au bout, écrivez le mot « soi » dans votre message. Cela m'aidera à mesurer l'impact et à propager ces récits inspirants. N'oubliez pas de liker si le cœur de lion a battu au rythme du vôtre et abonnez-vous pour ne rater aucune autre aventure de la belle époque, pleine de passion et de triomphes inattendus. Dans les cartes de fin, découvrez des histoires similaires, des romances interdites sous les lustres de Paris ou des intrigues familiales à Nice. Lyon nous a quittés, mais le fil de l'émotion continue. Merci d'avoir voyagé avec moi dans ce tourbillon de soieries et de cœurs brisés, réparés. À bientôt pour de nouvelles tapisseries du destin.